Il n'y a pas grand-chose à faire en Antarctique à part des travaux scientifiques. Tu pourrais observer la faune, les manchots et les adorables phoques, et tu pourrais voir de temps en temps une baleine nager dans les environs. L'Antarctique est un immense territoire qui n'est habité que par des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier. Ces scientifiques ont creusé un trou à travers une couche de glace assez épaisse en vue d'étudier l'air ancien et la façon dont l'atmosphère se purifie. Ils ont utilisé une foreuse qui leur a permis de creuser un trou cylindrique à 140 mètres sous la surface. Cette glace, à certains endroits, peut être vieille de 800 000 ans et constitue un bon indicateur de ce qu'était le climat par le passé. C'est comme quand on consulte les cernes d'un arbre afin de connaître son âge, sauf que c'est plus compliqué que ça. Après avoir creusé sans difficulté, ils ont décidé de laisser tomber de la glace au fond du trou pour voir ce qui se passerait. Et ils ont entendu des sons vraiment inhabituels. Ils avaient l'impression d'être dans un vaisseau traversant un espace semé d'obstacles, avec de nombreux rochers se fracassant les uns contre les autres. Les sons changeaient à mesure que tombait rapidement le bloc de glace, passant de l'aigu à un son plus grave qui ressemblait à un battement de cœur. Cela a grandement déconcerté nos scientifiques, qui ont jeté un autre morceau de glace dans le trou et ont découvert que le même type de son se produisait, mais avec quelques variations. Ils ignoraient ce qui se trouvait sous la glace et, plus important encore, ce qui produisait ces sons. L'Antarctique compte un grand nombre de volcans dont beaucoup se trouvent sous des couches de glace super épaisses. Les chercheurs ont découvert 91 volcans et affirment qu'il pourrait y en avoir d'autres, ce qui en fait potentiellement la région volcanique la plus étendue du monde. Alors qu'ils effectuaient des travaux de recherche ordinaires, ils sont tombés sur tout un tas de formations souterraines coniques, ne laissant pas place au doute. Certaines de ces formations étaient enfouies jusqu'à 3 km sous la glace. Certains pics faisaient plus de 914 mètres de haut et des dizaines de kilomètres de large. Mais à la surface, tout était lisse et blanc. Il est possible qu'ils aient jeté leur bloc de glace dans le cratère d'un volcan se trouvant sous leurs pieds. Mais c'est peu probable. Même si la présence de volcans souterrains a été découverte par accident, il y a peu de chances qu'ils aient installé leur base directement au-dessus de l'un d'eux. Plus vraisemblablement, ils travaillaient dans une zone où l'étude des climats anciens est plus facile et moins dangereuse qu'ailleurs. Ils collectent des échantillons de glace et les étudient dans un laboratoire. Un peu comme d'autres découvrent un insecte préhistorique incrusté dans de l'ambre depuis des millions d'années, nous renvoyant à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Mais au lieu de petits insectes, ces scientifiques étudient la poussière ancienne, les bulles d'air, les sels marins, les cendres volcaniques et tout ce qui peut provenir de l'environnement. Ils peuvent ainsi savoir comment était le climat à une époque donnée. Ces échantillons de glace pourraient montrer que la calotte glaciaire occidentale de l'Antarctique a fondu lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Si c'est le cas, il est probable que cela se reproduise. Cela aurait pour conséquence l'augmentation du niveau des mers qui affecterait les villes côtières et les petites îles isolées. Mais les scientifiques ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils avancent, malgré certaines preuves à l'appui. L'étude d'un échantillon de glace peut prendre une semaine ou un an, selon ce qu'ils y trouvent. Ils écrasent ou font fondre l'échantillon petit à petit. Et comme pour les cernes des arbres, plus la couche est profonde, plus on remonte dans le temps. Pour étudier les anciennes bulles piégées dans la glace, les chercheurs doivent broyer les échantillons sous une hotte à vide et les en extraire, puis les stocker dans des flacons. Il existe divers instruments et appareils pour l'étude des échantillons de glace, mais comme ils sont très fragiles, toutes les analyses doivent être effectuées dans une salle stérile afin que le matériel ne soit pas contaminé. Les scientifiques doivent porter des combinaisons et des gants et l'air doit être constamment renouvelé. Même quelque chose d'aussi minuscule et insignifiant qu'une empreinte digitale peut anéantir un échantillon. Ils recherchent certains motifs qui leur laisseront entrevoir les changements dans la composition et la température de l'atmosphère. Mais faire tomber un bloc de glace dans un trou n'est pas si grave. S'il émet un son particulier, c'est pour la même raison que le son du klaxon d'une voiture en mouvement est différent de celui d'une voiture à l'arrêt. Le terme scientifique pour cela est l'effet Doppler. Il s'agit du changement de fréquence d'une onde observé quand la distance entre la source et le récepteur varie. Cela ne signifie pas que la fréquence du son change vraiment, elle ne fait que se décaler. Il se passe la même chose avec d'autres types d'ondes, comme celle de l'eau ou de la lumière. Mais pour l'observation de l'effet Doppler, les ondes sonores sont ce qu'il y a de mieux.
Donc, quand les scientifiques ont laissé tomber leur bloc de glace au fond du trou, les ondes sonores sont remontées et se sont répercutées sur la paroi du cylindre qu'ils avaient creusé. Voilà pourquoi ils ont entendu un son aussi étrange. N'oublions pas que ce bloc de glace avait voyagé à 140 mètres sous la surface. Les navires pétroliers creusent dans la croûte océanique des trous de plusieurs milliers de mètres. Le forage profond de Kola, en Russie, est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Il s'enfonce à plus de 12 200 mètres sous la surface, et il a fallu presque 20 ans pour atteindre ces 12 km. Juste au-dessous, on n'est qu'à mi-chemin du manteau terrestre. Par rapport à la taille de la planète, ce trou très profond ne fait littéralement que gratter la surface. Il n'était pas fait pour l'extraction de pétrole et il ne se trouve pas dans l'océan. Le forage a été arrêté en 1992 lorsque les ingénieurs ont découvert que les températures étaient de 37 degrés supérieures à ce qu'ils avaient prévu. Ils l'ont donc abandonné et il ne sert à présent plus à rien. Mais c'est le trou le plus proche du centre de la planète que nous ayons jamais creusé. Et le plus effrayant, c'est que certains des ouvriers entendaient des voix venant de l'intérieur. À Beyrouth, au Yémen, il y a un trou ancien au milieu du désert. Il est en fait plus proche d'Oman que de la capitale Sanaa. Ce trou plonge les habitants comme les experts dans une grande perplexité. Contrairement au trou de Russie et d'Antarctique, celui-ci n'a pas été créé par l'homme. Ou peut-être que si. Il existe depuis de nombreuses années et les habitants s'efforcent de l'éviter. Ils n'aiment même pas en parler, car ils affirment qu'il porte malheur à ceux qui s'en approchent ou à quiconque prononce son nom. Ils prétendent qu'il s'agit d'une prison pour esprit, mais nombreux sont ceux qui rejettent cette thèse. Ce trou fait 30 mètres de large et entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et il s'en échappe aussi des sons très étranges. Mais d'après les scientifiques, ce puits n'est pas ventilé et il n'y a donc presque pas d'oxygène au fond. Ainsi, il est peu probable que quelqu'un ou quelque chose vive à l'intérieur. Des grondements profonds ont été enregistrés dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes en mars 2016. Certains de ces bruits ont même été suivis de ce qui ressemblait à des cris perçants. Les chercheurs ont enregistré ces sons en l'espace de quelques semaines à l'aide d'un microphone encastré dans du titane afin que l'immense pression ne le réduise pas en miettes. Et ils l'ont fait descendre extrêmement lentement, car la pression est 1000 fois supérieure à cet endroit qu'au niveau de la mer. Pendant 23 jours, le microphone a enregistré le son des baleines et celui des bateaux, et même le grondement des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas pu déterminer ce qui avait causé ces premiers sons. Ils ne savaient pas si ces bruits avaient une source naturelle ou s'ils étaient produits par les humains. Ils voulaient aussi savoir si ces sons affectaient la vie marine, comme les dauphins et les baleines qui dépendent de l'écholocation. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Les scientifiques estiment que l'océan est environ 10 fois plus bruyant qu'il y a 50 ans. Avec le développement des technologies de navigation, les sous-marins et les constructions sous-marines, l'océan est de plus en plus bruyant avec le temps. Les aurores boréales s'accompagnent elles aussi de sons dont personne ne parle. On les entend généralement au moment où l'intensité des aurores est au plus haut. Les scientifiques ignorent d'où viennent ces claquements et crépitements lointains, mais à l'aide de microphones spéciaux, ils ont pu localiser ces sons à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est plutôt bas. Ils sont en vérité causés par des charges électriques très puissantes dans certaines zones du ciel. Les orages magnétiques, qui sont à l'origine des aurores, viennent perturber l'électricité atmosphérique. En conséquence, de minuscules étincelles éclatent dans le ciel, ce qui provoque des claquements et ce faible crépitement.